Avez-vous déjà imaginé ce que l'on ressent face à une trahison familiale estimée à 85 millions d'euros? Je m'appelle Manon Dubreuil et ce soir-là, lors du dîner de succession que tout le monde attendait, mon père a enfin prononcé les mots fatidiques à haute voix. Il a levé son verre en souriant à mon petit frère, rentré à la maison depuis exactement 4 semaines. Tout, l'entreprise, les propriétés, les comptes bancaires, un total de 85 millions d'euros appartenait désormais à Léo. Ma mère a hoché la tête fièrement en ajoutant qu'il le méritait bien plus que je ne l'avais jamais mérité. Toute la salle a applaudi. Je me suis levée lentement, j'ai marché jusqu'au bout de la table et j'ai posé 4 objets juste devant mon père, le vieux mandat de protection future pour les décisions médicales et financières qu'il avait signé avec maman il y a des années, à l'époque où il ne pouvait même pas tenir un stylo, les clés de la maison, les clés du coffre-fort et une épaisse enveloppe scellée à la cire rouge de notaire. J'ai regardé Léo droit dans les yeux et j'ai dit « Félicitations », puis je me suis retournée et me suis dirigée vers la porte. Papa a ri doucement, pensant probablement qu'il s'agissait d'une lettre d'adieu mélodramatique. Il a déchiré l'enveloppe devant 20 membres de la famille et ses plus vieux amis. Ses yeux ont parcouru la première ligne, puis la seconde. Son verre lui a échappé des mains et s'est brisé sur le parquet en chêne massif. « C'est une blague » a-t-il rugi en frappant la table si fort que les assiettes ont sursauté. « C'est de la folie » a crié maman. Léo s'est figé. Toutes les têtes se sont tournées vers moi alors que je m'éloignais. Si on vous a déjà dit que vous ne valiez rien après avoir tout donné, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo, car ce qui va suivre explique exactement pourquoi il ne faut jamais sous-estimer ceux qui restent silencieux. Continuez à regarder. Il y a 5 ans, je vivais mon rêve à Paris, ingénieur logiciel senior dans une licorne de la French Tech, gagnant près de 250 000 euros par an, à la tête d'une équipe de 12 personnes en IA sur le point de boucler une levée de fonds en série C. Mon agenda était rempli de dîners avec des investisseurs et de conférences. Puis, un mardi matin, mon téléphone a sonné à 5h47. C'était l'infirmière coordinatrice du CHU de Lyon. Papa s'était effondré au bureau, victime d'un AVC ischémique massif, et il l'emmenait en chirurgie d'urgence. Le temps que j'atterrisse à l'aéroport Saint-Exupéry 4 heures plus tard, il était déjà dans un coma artificiel, respirant grâce aux machines. 2 jours après, maman a consulté pour ce qu'elle croyait être une bronchite, adénocarcinome pulmonaire de stade 3. La chimio a commencé le lundi suivant. Elle a perdu 15 kilos en 6 semaines et pouvait à peine soulever une tasse de café. J'ai pris un congé sabbatique sans solde la même semaine, j'ai fait 2 valises, sous-loué mon appartement dans le Marais et je suis retournée dans ma chambre d'enfant à Écully, dans la banlieue chic de Lyon. Mon entreprise à Paris m'a dit de prendre tout le temps nécessaire, mais ils m'ont remplacé en 9 jours. La première année s'est fondue dans une boucle de lumière fluorescente d'hôpital et d'odeurs d'antiseptiques. J'ai dormi sur le fauteuil en vinyle de la chambre de réa de papa plus de 300 nuits. J'ai appris à aspirer sa trachéotomie quand l'infirmière de nuit était occupée et à préparer la chimio de maman à la maison une fois sortie, car l'agence d'aide à domicile manquait de personnel. Au bout du 8e mois, je savais poser une perfusion dans le noir. Papa s'est enfin réveillé après 6 semaines de coma, mais l'AVC lui avait volé la parole pour 8 longs mois. Il pouvait hocher la tête, serrer ma main 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Les mains de maman tremblaient tellement qu'elle ne pouvait pas signer son propre nom. L'assistante sociale de l'hôpital m'a fait asseoir avec leur notaire. La loi française est claire, si les 2 parents sont frappés d'incapacité, quelqu'un doit détenir un mandat de protection future, sinon l'État intervient via une tutelle. Ils ont tous les 2 signé les documents le même après-midi, des croix tremblantes attestées par 2 infirmières et un notaire venu au service de neurologie. Cette signature a fait de moi la PDG par intérim de Dubreuil Médical, du jour au lendemain, sans aucun salaire. J'avais 30 ans et je dirigeais une entreprise de 90 personnes qui fabriquait des respirateurs et des appareils de radiologie portables, tout en poussant le fauteuil roulant de maman vers la radiothérapie chaque matin. J'ai appris la finance d'entreprise sur YouTube et en lisant des rapports financiers à 2 heures du matin après le départ de l'infirmière de nuit. J'ai signé des contrats fournisseurs, validé les paies, négocié avec les géants de l'assurance, tout ça sous le regard de papa qui, depuis son lit d'hôpital, semblait désolé de ne pas pouvoir parler. Pendant ce temps, mon petit frère Léo avait disparu de la surface de la Terre. Aux dernières nouvelles,
il était à Marseille, accro aux opioïdes après une blessure au dos sur un chantier. Il avait été arrêté pour possession avec intention de revendre 18 mois avant l'AVC de papa. Le tribunal lui a donné le choix, 12 mois de cure de désintoxication fermée ou la prison. Il a choisi la cure. Le programme interdisait tout contact avec la famille les 6 premiers mois, puis il n'a tout simplement plus jamais appelé. Maman gardait sa chambre intacte, comme s'il était parti en Erasmus plutôt que de nous ignorer totalement. Je n'avais pas le temps de lui courir après. Chaque euro gagné par l'entreprise servait à maintenir l'usine ouverte et à payer l'immunothérapie expérimentale de maman que la sécurité sociale et la mutuelle refusaient de couvrir. Je me suis battue contre ces refus moi-même, j'ai écrit les recours, j'ai pris le TGV pour Paris pour rencontrer des directeurs médicaux. Papa a commencé l'orthophonie et a enfin pu chuchoter « merci » vers le 14e mois. Les scanners de maman montraient une rémission pour la première fois. Je me suis laissé croire qu'on voyait le bout du tunnel. J'avais tort, le bout du tunnel était encore à 3 ans et demi de là. Le matin où la sonnette a retenti à cette heure précise, j'étais plongée dans les rapports de paix et je n'avais pas dormi depuis 31 heures. J'ai ouvert la porte, une tasse de café froid à la main, et j'ai trouvé Léo sur le perron avec rien d'autre qu'un vieux sac de sport militaire. Il avait l'air différent, plus mince, rasé de près, le regard clair pour la première fois depuis ses 17 ans. J'ai fini le programme, a-t-il dit, 14 mois clean. C'était une obligation de soins ordonnée par le juge à Marseille. Ils m'ont laissé sortir il y a 3 semaines. Maman est accourue de la cuisine en peignoir, lui a jeté un regard et s'est effondrée dans ses bras en sanglotant comme s'il revenait de la guerre. En 1 heure, elle avait appelé toute la famille dans un rayon de 100 km. À midi, la maison sentait la brioche et les secondes chances. L'après-midi même, la réécriture de l'histoire a commencé. Maman a assis papa dans son fauteuil et lui a dit, assez fort pour que je l'entende depuis le couloir, que Léo avait simplement cherché sa voie dans le sud, qu'il avait fait du réseautage avec des fournisseurs à Marseille et qu'il avait suivi des cours de commerce en ligne. Chaque vérité hideuse a été polie et remplacée par une nouvelle histoire brillante. Au dîner, la version officielle familiale était fixée. Léo n'avait jamais été un toxicomane, il avait été un entrepreneur en formation. Le lendemain, il est entré dans l'entreprise comme s'il ne l'avait jamais quittée. Maman l'a conduit directement à l'étage de la direction et l'a présenté à l'équipe comme l'avenir de Dubreuil Médical. Le directeur des opérations, un type nommé Marc qui devait son emploi au fait que j'avais maintenu la boîte à flot pendant 5 ans, a serré la main de Léo comme s'il était de la royauté et lui a demandé s'il voulait faire repeindre le bureau d'angle. 3 jours plus tard, mes identifiants ne fonctionnaient plus. J'ai appelé l'informatique. Ils m'ont dit que Marc avait ordonné une réinitialisation complète des mots de passe pour des raisons de sécurité. Traduction, mon accès était coupé. Les invitations aux réunions du conseil d'administration ont cessé d'arriver. Quand j'ai interrogé papa à ce sujet, il a juste haussé les épaules et dit « Maman pensait qu'il était temps que Léo prenne les rênes ». J'ai continué à venir quand même, me glissant par l'entrée de l'usine avant l'aube, travaillant depuis un bureau vide au 3e étage que personne n'utilisait plus. J'approuvais des bons de commande qui n'étaient jamais contresignés, je corrigeais des erreurs de prix qui nous auraient coûté des centaines de milliers d'euros, j'envoyais des emails qui restaient sans réponse. La nuit, je rentrais chez moi, je réchauffais des restes de lasagne et je codais sur mon ordinateur portable jusqu'au lever du soleil, bâtissant quelque chose dont personne dans cette maison ne soupçonnait l'existence. Léo a commencé à organiser des points quotidiens dans la salle de conférence que je dirigeais autrefois. Il portait des chemises impeccables que maman repassait pour lui et répétait des mots à la mode qu'il avait glanés quelque part, synergie, intégration verticale, croissance disruptive. Les employés qui m'apportaient autrefois mon café l'apportaient maintenant à lui. Ceux qui me saluaient encore dans le couloir le faisaient vite, les yeux baissés, comme si me reconnaître pouvait leur attirer des ennuis. Maman a redécoré sa vieille chambre le premier week-end. Nouveau matelas, nouveau bureau, photos encadrées de l'époque où il était capitaine de l'équipe de rugby au lycée. Elle a accroché un panneau sur la porte qui disait « Léo, futur PDG ». Quand je passais devant, je sentais les murs se resserrer un peu plus. La parole de papa s'était suffisamment améliorée pour faire des phrases courtes. Il a commencé à demander l'avis de Léo sur tout, les niveaux de stock, les nouvelles gammes de produits,
si nous devions répondre à l'appel d'offres régional du groupe hospitalier Coleman. Chaque fois que j'essayais d'intervenir, maman me coupait la parole avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Laisse ton frère gérer, chérie. Tu en as fait assez. » J'ai arrêté d'argumenter, j'ai juste hoché la tête, je suis retournée à mon poste de travail fantôme et j'ai maintenu l'entreprise en vie pendant qu'il préparait une parade de victoire pour un fantôme qui avait été absent pendant toute la guerre. Le soir où le lustre illuminait la salle à manger comme une salle d'exposition, 22 couverts attendaient sous une nappe en lin blanc. L'argenterie tintait contre le cristal pendant que les traiteurs servaient la deuxième tournée de champagne. Tous ceux qui comptaient dans notre petit empire lyonnais étaient là. Les oncles qui siégeaient encore au conseil d'administration, les cousins propriétaires de concessions automobiles, les plus vieux amis de golf de papa, même le prêtre de la famille. Papa s'est tenu au bout de la table dans un costume bleu nuit que maman avait choisi ce matin-là. Sa voix s'était renforcée l'année passée. Il n'a pas eu besoin du micro que quelqu'un avait installé au cas où. Ce soir n'est pas juste un dîner, a-t-il commencé en levant son verre plus haut. Ce soir, nous passons le flambeau à la génération suivante, à la personne qui a prouvé qu'elle avait sa place à la barre. Il s'est tourné et a posé une main sur l'épaule de Léo. Mon frère arborait le même sourire fier qu'il répétait devant le miroir depuis des semaines. La semaine dernière, j'ai signé les derniers documents, a continué papa. 85 millions d'euros en capital d'entreprise, les avoirs immobiliers, les comptes d'investissement. Tout appartient désormais à Benjamin. Une vague d'applaudissements a parcouru la table. Quelqu'un a sifflé. Tante Martine a tamponné ses yeux avec une serviette monogrammée. Maman s'est penchée et a serré la main de Léo si fort que ses articulations ont blanchi. Elle m'a regardé droit dans les yeux par-dessus le carré d'agneau en croûte d'herbe et m'a adressé le sourire le plus doux et le plus cruel que j'ai jamais vu. Il le mérite bien plus que tu ne l'as jamais mérité, Manon. Les mots ont atterri, nets et tranchants. Quelques cousins ont bougé sur leurs chaises, ne sachant pas où regarder. Oncle René a essayé de relancer les applaudissements, mais ils se sont vite éteints. J'ai reculé ma chaise et je me suis levée. La salle s'est tue comme lorsque les gens sentent l'odeur du sang. J'ai marché le long de la table, mes talons silencieux sur le tapis persan, et je me suis arrêtée juste à côté de papa. Puis j'ai posé 4 choses au centre exact de la nappe blanche, une par une. Premièrement, l'original du mandat de protection future, plissé par des années passées dans mon coffre. Deuxièmement, les clés de la maison sur le vieux porte-clés en laiton que papa m'avait donné le jour de mon retour. Troisièmement, l'unique clé de l'armoire à fusil et du coffre à documents de son bureau. Quatrièmement, une épaisse enveloppe Kraft scellée à la cire rouge de notaire, mes initiales gaufrées sur le rabat. Tous les yeux suivaient mes mains. Le lustre faisait briller la cire comme du sang frais. J'ai soutenu le regard de Léo, calme et stable. Félicitations, ai-je dit d'une voix assez douce pour que seules les personnes les plus proches entendent clairement. Puis je me suis retournée et j'ai commencé à marcher vers l'arche qui menait au hall d'entrée. Papa a laissé échapper un petit rire méprisant, le même qu'il utilisait quand j'avais 12 ans et que je suppliais de venir à la pêche. Il croyait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, une lettre de démission, des excuses tachées de larmes, une dernière supplique désespérée. Il a pris l'enveloppe, a glissé son couteau à beurre sous le seau et l'a ouverte juste là, entre la crème brûlée et le porto. La première page a glissé. Ses yeux ont scanné l'entête, puis la deuxième ligne, puis la troisième. Le couteau à beurre a claqué contre la porcelaine. Son visage s'est vidé de son sang si vite que je l'ai vu à 6 mètres de distance. Il a levé les yeux vers moi, la bouche s'articulant sans qu'aucun son ne sorte, et a finalement rugi assez fort pour faire trembler le cristal. C'est une blague ? Maman s'est à moitié levée de sa chaise. Philippe, qu'est-ce qu'il y a ? Il ne pouvait pas répondre. Il continuait de fixer les papiers qui tremblaient dans sa main comme s'ils étaient écrits en lettres de feu. Le rugissement de papa résonnait encore sur les moulures quand il a enfin retrouvé sa voix. Il a tenu les pages comme si elles étaient contagieuses, lisant à haute voix d'une voix qui craquait entre fureur et incrédulité, il y a 18 mois, alors que j'étais encore dans le coma et que maman était à peine consciente à cause de la chimiothérapie, Manon Dubreuil, agissant sous mandat de protection future valide selon la loi française, a transféré 98% de toutes les parts sociales avec droit de vote de Dubreuil Médical dans la Fiducie Gestion Santé Dubreuil, un fonds de dotation irrévocable.
Il s'est arrêté, a dégluti difficilement et a continué, avec maître Valérie Leroux, notaire associé, désigné comme fiduciaire unique. La fiducie est irrévocable selon les statuts déposés. Cet acte a été daté et notarié au CHU de Lyon. À compter de ce soir, après notification formelle à toutes les institutions financières, la clause de gel s'active, aucun transfert, vente, nantissement ou distribution impliquant les anciens actionnaires ne peut avoir lieu sans le consentement du fiduciaire. Toute tentative de révocation ou d'amendement est nulle. Les mots ont flotté dans l'air comme la fumée après un coup de feu. La bouche de l'oncle René est littéralement tombée ouverte. La flûte de champagne de tante Martine a glissé et s'est brisée sur le parquet. Personne n'a bougé pour nettoyer. La main de papa tremblait tellement que les papiers froufroutaient. Ce n'est pas légal, a-t-il râlé. Grégoire Harel, le colocataire de fac de papa et membre du conseil depuis 35 ans, l'homme qui contrôlait encore la relation bancaire principale de l'entreprise, a senti son téléphone vibrer contre sa poitrine. Il l'a sorti, a jeté un coup d'œil à l'écran et est devenu blanc comme un linge. Philippe, a-t-il dit doucement, tenant le téléphone pour que tout le monde puisse voir l'alerte de la BNP Paribas. Tous les comptes d'exploitation, lignes de crédit, terminaux de paiement, tout est gelé depuis minuit ce soir. Il cite la notification de fiducie qui vient d'arriver à leur service juridique. Maman a émis un son comme un animal blessé et a glissé de sa chaise. 2 cousins l'ont rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. Léo a bondi sur ses pieds, le visage tordu vers moi où je me tenais encore près de l'arche. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel » a-t-il hurlé, les veines saillantes sur son cou. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les documents le faisaient pour moi. Papa continuait de tourner les pages, la voix montant à chaque paragraphe. Bénéficiaire contingent à la discrétion du fiduciaire. Système de santé du Breuil SAS, une entité formée il y a 3 ans dans le but de. Il a levé des yeux fous. Tu as monté une autre entreprise ? Avec l'argent de qui ? Il n'a pas attendu de réponse. Il savait déjà dont les nuits blanches avaient payé pour ça. Grégoire a réessayé, plus doucement, Philippe, je viens d'avoir notre gestionnaire de compte. Le gel est en béton armé. Ils ne nous laisseront même pas faire la paie de demain sans l'approbation du fiduciaire. On est verrouillé dehors. La femme de quelqu'un a commencé à pleurer doucement dans sa serviette. Le prêtre fixait son assiette comme s'il n'avait jamais vu de saumon auparavant. Léo s'est jeté à travers la table, renversant les verres d'eau, essayant d'attraper les papiers. Papa les a tirés en arrière, les serrant contre sa poitrine comme si les lâcher les ferait disparaître. Tu penses que tu peux voler mon entreprise, m'a crié papa. Après tout ce qu'on t'a donné ? J'ai finalement parlé, calme et plate. Tu as signé le mandat toi-même. Maman l'a signé le même jour. Vous étiez tous les deux assez lucides pour savoir exactement ce qu'il disait. La loi ne vous permet pas de reprendre votre parole juste parce que vous avez changé d'avis plus tard. Maman, toujours à moitié par terre, à Jimmy, on pensait que tu nous aidais, pas que tu nous volais. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Je vous aidais à survivre. Vous avez juste oublié de remarquer qui vous maintenait en vie. Léo a frappé la table des 2 paumes. On va porter plainte. On va se battre. Le nom de Maître Leroux était sur chaque page avec le sceau officiel. Irrévocable voulait dire irrévocable. Tous les avocats dans la salle le savaient. Grégoire a juste secoué la tête lentement. Papa s'est affaissé dans sa chaise comme si quelqu'un avait coupé ses ficelles. Les papiers ont glissé de ses doigts et se sont éparpillés sur la nappe. Une feuille a atterri dans le beurre fondu. Le lustre continuait de briller, vif et impitoyable, sur 22 personnes qui réalisaient soudain que l'empire qu'ils étaient venus célébrer n'appartenait plus à aucun d'entre eux. Les téléphones ont commencé à exploser avant même que les traiteurs ne débarrassent les desserts. L'écran de Grégoire s'est allumé en premier avec une autre alerte bancaire, puis celui de papa, puis chaque membre du conseil qui avait encore l'application de l'entreprise sur son téléphone. La même bannière rouge sur chaque appareil, accès révoqué. Gel fiduciaire en vigueur. Tante Martine a attrapé son manteau en marmonnant quelque chose à propos d'un réveil matinal. Oncle René a suivi sans finir son porto. En quelques minutes,
l'allée s'est remplie de feux arrière de voitures faisant marche arrière. Personne n'a dit au revoir. Au moment où le dernier invité partait, l'email officiel du réseau hospitalier Coleman est arrivé sur la liste de diffusion des cadres. Objet, sélection du fournisseur pour le système d'exploitation globale. Je l'avais déjà vu 1 heure plus tôt. Coleman, avec ses 18 hôpitaux à travers la région et son contrat de 62 millions d'euros que tout le monde pensait acquis, avait choisi Système de santé du Breuil SAS. Mon entreprise, celle que j'avais enregistrée dans un petit espace de coworking au centre-ville de Lyon il y a 3 ans, codant après minuit pendant que l'usine en bas fabriquait encore des respirateurs sous l'ancien nom. L'email était court et brutalement poli. Après une évaluation exhaustive, le réseau Coleman est fier d'annoncer son partenariat avec Système de santé du Breuil SAS pour la gestion complète des flux patients par IA, la chaîne d'approvisionnement et le cycle de revenus. Mise en œuvre au premier trimestre. Papa l'a lu à haute voix dans la salle à manger désormais vide, la voix creuse. Léo a arraché le téléphone, a fait défiler l'écran, puis l'a jeté contre la cheminée en pierre. Du verre et des batteries au lithium se sont éparpillés sur l'âtre. À 8h17 le lendemain matin, tout le personnel de Dubreuil Médical a reçu le même SMS DRH, en raison de restrictions bancaires imprévues, le traitement de la paie pour la période actuelle est suspendu. Mise à jour à suivre. À 9h, les groupes WhatsApp de l'usine étaient en feu. Les caristes postaient des photos des grilles cadenassées par l'équipe de saisie de la banque. La chef comptable s'est filmée en direct en train de pleurer sur le parking parce que son virement de salaire avait été rejeté. L'avocat de longue date de la famille, Maître Erickson, a finalement retourné le 19e appel de papa. Je pouvais entendre chaque mot à travers la porte du bureau. Philippe, je suis désolé. Conflit d'intérêts. Maître Leroux est mandaté par la fiducie maintenant. Je ne peux pas vous représenter contre elle. Vous avez besoin d'un nouvel avocat. Clic, Léo a disparu à l'étage. 10 minutes plus tard, le bruit de bois qui éclate et de verre brisé a plu depuis le 2e étage. Maman a couru en haut en criant son nom. Quelque chose de lourd a heurté le tapis du couloir. Plus tard, nous avons découvert que c'était la commode en acajou qu'elle lui avait achetée pour son diplôme. Papa s'est assis sur la dernière marche, la tête dans les mains, fixant les pages éparpillées de la fiducie comme si elles étaient écrites dans une autre langue. Il continuait de marmonner des chiffres, 85 millions, 62 millions. Le solde de l'hypothèque, les factures médicales de maman qui arrivaient toujours. Je me tenais dans la cuisine, buvant un café que je ne goûtais pas, et je regardais l'Empire finir de se vider de son sang en temps réel. À midi, le journal local Le Progrès avait l'histoire sur son site web. Quelqu'un chez Coleman avait divulgué l'annonce du fournisseur. Quelqu'un à la banque avait divulgué le gel. Le titre était impitoyable, le géant lyonnais du matériel médical verrouillé du jour au lendemain. Une nouvelle start-up d'IA remporte le contrat du siècle. Mon téléphone a vibré avec un type de notification différent. Une proposition d'investissement de série B d'un fonds de la Silicon Valley avec qui je discutais discrètement depuis 6 mois. Ils venaient d'augmenter leur valorisation après avoir vu la victoire Coleman. J'ai accepté les félicitations avec un emoji pouce levé et j'ai éteint l'écran. À l'étage, Léo avait troué les cloisons sèches à coups de poing et sanglotait maintenant sur le palier. Maman essayait de le tenir comme elle le faisait quand il avait 9 ans et qu'il s'était cassé le bras au rugby. Il l'a repoussée assez fort pour qu'elle trébuche en arrière contre la rampe. Papa n'a pas bougé pour aider. Il continuait juste de fixer le même paragraphe dans le document de fiducie, celui qui disait en bon français qu'aucune action ne pourrait jamais revenir. La loi française, bétonnée, définitive. La maison est devenue silencieuse, à part le fracas occasionnel et les supplications brisées de maman. J'ai posé ma tasse vide dans l'évier, j'ai pris le petit sac de voyage que j'avais préparé 2 jours plus tôt et je suis sortie par la porte d'entrée sans un mot. L'air froid de novembre avait le goût de la liberté. 9 mois plus tard, le panneau à vendre devant la maison d'Écully était décoloré par le soleil et penchait. Le vieux panneau du Breuil Médical sur la route départementale avait disparu depuis le printemps, remplacé par une bannière générique indiquant « Vente aux enchères ». Liquidation totale. Le redressement judiciaire a duré exactement 11 semaines. Les créanciers ont senti le sang dès que les relevés bancaires sont arrivés au tribunal de commerce.
Le juge a converti la procédure en liquidation judiciaire plus vite que prévu. En juin, les machines de l'usine ont été vendues par lot à un distributeur de Pologne. Le mobilier de bureau est parti vers un incubateur de start-up pour une bouchée de pain. L'entreprise qui employait autrefois 90 personnes dans la banlieue ouest a simplement cessé d'exister. La maison a suivi 5 mois après le premier impayé hypothécaire. Le prêt était au nom de maman et papa uniquement. La fiducie ne touchait pas à l'immobilier. La banque a engagé une procédure de saisie immobilière et a gagné par défaut. La vente aux enchères a eu lieu un mardi matin en août. Un jeune couple a acheté la maison pour 60% de sa valeur. Ils ont posté les photos de la signature sur Instagram la même semaine, nouveau plan de travail en quartz, peinture fraîche. Aucune trace de la famille qui y avait vécu pendant 27 ans. Léo a tenu 73 jours à l'extérieur. Il a été testé positif au fentanyl la première fois qu'il a essayé de rendre visite à maman après l'avis d'expulsion. 2 semaines plus tard, la police de Lyon l'a ramassé endormi dans une Clio volée avec un sac à dos plein de pilules. L'avocat commis d'office a négocié une peine, 18 mois ferme avec obligation de soins. Maman a pleuré quand ils l'ont emmené menotter. Papa n'est pas allé au tribunal. Ils ont déménagé dans un T2 au-dessus d'une laverie à Vénissieux. 2e étage, plein sud, 650 € par mois, charges comprises. La retraite de base et la complémentaire de papa s'élevait à 1 400 € combinés. La prise en charge à 100% de la sécu de maman couvrait la plupart de sa chimio d'entretien, mais les dépassements d'honoraires et le reste à vivre mangeaient la moitié de chaque chèque. Ils achetaient leurs courses chez Lidl et gardaient le thermostat à 17 degrés. Chaque procès est mort de la même façon. Ils en ont intenté 3 au total, un au civil pour abus de faiblesse, un pour manquement aux devoirs fiduciaires et une requête d'urgence pour annuler la fiducie. Chaque juge a cité la même chose, les mandats de protection future ont été exécutés alors que les demandants avaient encore leur capacité juridique, attestée par le personnel hospitalier, notarié et enregistré. La France ne reconnaît pas le regret comme motif de révocation. Affaire classée. Frais d'avocat à la charge du plaignant. Papa a vieilli de 10 ans en 9 mois. Ses cheveux sont devenus complètement blancs. Il a arrêté de jouer au golf, arrêté de répondre au téléphone quand les vieux amis appelaient pour prendre des nouvelles. Certains matins, il s'asseyait sur le petit balcon en peignoir et fixait le parking jusqu'au coucher du soleil. Maman a essayé une fois de me joindre. Elle a créé une nouvelle adresse Gmail et a envoyé un seul message depuis la bibliothèque municipale, « Nous sommes désolés. S'il te plaît, viens nous voir. Nous n'avons plus rien. » Je n'ai jamais répondu. L'email est allé vers une boîte de réception que j'ai fermée la même semaine. La dernière fois que je suis passée devant l'ancienne maison, les nouveaux propriétaires avaient mis des décorations d'Halloween, des squelettes brillants sur la pelouse, des lumières oranges dans les arbres qui étaient autrefois les miens. Le Porsche où Léo et moi avions appris à faire du vélo avait maintenant un paillasson qui disait « Home Sweet Home » en lettres joyeuses. J'ai continué à conduire. Aujourd'hui, je me tiens au 42e étage de la Tour Incity au centre de Lyon et je regarde la lumière se refléter sur le Rhône comme quand j'étais enfant. Le mur de verre devant moi porte le nouveau logo, Système de santé du Breuil, coté au Nasdaq sous le symbole QHS. Nous avons sonné la cloche il y a 4 mois. Le prix d'ouverture a valorisé l'entreprise à 1,9 milliard de dollars. L'action a plus que doublé depuis. Mon bureau occupe la moitié de l'étage. Bail vitré du sol au plafond, chêne blanc. Une seule orchidée sur le buffet. Pas de photos au mur. Pas de photos de famille. Rien qui ne me rappelle Écully, les fauteuils d'hôpital, l'odeur d'antiseptique et la trahison. J'ai changé tous mes numéros la semaine où je suis partie. Nouveau téléphone, nouvel email, nouveau compte. J'ai bloqué chaque cousin, chaque ami de lycée qui avait encore le fixe de maman mémorisé. Mon assistante filtre tout. Pas un seul message n'est passé. Certains soirs, je regarde l'ancienne maison sur Se Loger par habitude. Les photos de l'annonce changent tous les quelques mois. Nouveaux meubles, nouvelle peinture, nouvelles personnes souriant dans des pièces qui étaient les miennes. L'algorithme pense que je suis intéressée par l'immobilier. Il ne sait pas que je vérifie juste que le passé a bien disparu. Je ne suis jamais retournée.
Pas pour Noël. Pas pour l'anniversaire de papa. Pas quand Léo a fait sa deuxième overdose et que l'assistante sociale de l'hôpital Édouard Herriot a appelé pour chercher le plus proche parent. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie prenne le relais. Les gens demandent si je me sens coupable. Les journalistes surtout. Ils veulent des larmes ou au moins une pause dramatique. Ils veulent la fille prodigue qui a bâti un empire sur la vengeance et qui lutte maintenant avec le regret. Ce n'est pas le cas. Je ne ressens pas non plus de triomphe. La vengeance a un goût de cendre après la première bouchée. Ce que je ressens, c'est le calme. Le genre de calme qu'on n'obtient que lorsque le bruit cesse enfin de hurler dans votre tête. J'ai maintenu l'entreprise en vie quand personne d'autre ne le voulait. J'ai transformé 5 ans de nuit blanche en un logiciel qui prédit maintenant les réadmissions de patients avec 94% de précision dans 18 systèmes hospitaliers. J'ai créé 380 bons emplois dans une ville qui a vu les grilles de l'ancienne usine rouillées. J'ai financé 2 cliniques gratuites dans les quartiers nord qui portent le nom de jeune fille de ma mère parce que je le pouvais, pas parce que je voulais sa gratitude. C'est la partie que les étrangers ne comprennent jamais. Il ne s'agissait pas de prendre quelque chose. Il s'agissait de refuser de laisser tout ce que j'avais sacrifié devenir le trophée immérité de quelqu'un d'autre. Je signe toujours les documents Manon Dubreuil parce que l'autorité des marchés financiers l'exige, mais ce nom ressemble à un manteau emprunté. Je ne l'ai pas prononcé à haute voix à un autre être humain depuis plus d'1 an. Quand les gens demandent ce que signifie le D du logo, je leur dis qu'il signifie défense. Certaines leçons coûtent cher, mais ce sont quand même des leçons. Ne donnez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ne confondez jamais tolérance et pardon. Ne présumez jamais que les gens qui ont besoin de vous aujourd'hui se souviendront de vous demain. Et si le jour arrive où ils essaient de remettre l'œuvre de votre vie à quelqu'un qui n'était pas là quand elle saignait, rappelez-vous que la loi peut aussi être une arme, si vous êtes prêt à la brandir pendant que tout le monde est occupé à applaudir. Je ne pardonne pas. Je ne regarde pas en arrière. Et je ne porte plus leur nom dans mon avenir.